Moi, je suis pas une fille cool, hein. Rock'n'roll, comme vous dites. Mais écoutez, c'est pas grave non plus. Doit-on présenter le musicien et producteur Jarol Poupeau? Pas sûr, guitare héros sur les plus grandes scènes de France et d'ailleurs. Sa vie d'artiste serait presque un résumé de l'histoire du rock'n'roll de ces 40 dernières années. Il raconte en tout cas ses guitares, ses rencontres et puis surtout sa folle passion pour les musiques dans une autobiographie très bien écrite, Électrique, qui vient de paraître aux éditions Plomb. C'est un livre qui s'ouvre et qui se referme sur le King. Bonjour Jarol Poupeau. Bonjour. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Alors avant de rentrer dans le livre, d'abord quel est ce geste pour le musicien que vous êtes de se lancer un peu plus de 50 ans dans une autobiographie? C'est pour dire quoi? C'est quelle démarche? Pour ne rien vous cacher, c'est venu pas d'une commande mais d'une proposition. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quelque chose auquel on pense forcément quand on fait mon métier. On se dit peut-être un jour j'écrirai mes mémoires, mais je me suis pris au jeu en commençant à bosser dessus et après ça a déroulé tout seul, quoi. Donc en fait pour moi c'était un peu comme si j'avais fait, je sais pas, une espèce de psychanalyse, quoi. Je me suis confronté à tous mes souvenirs, à mon parcours, à tous les gens que j'avais croisés, avec qui j'avais travaillé. Et voilà, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler sur ce livre. Et moi, je serais content si ce livre donne envie aux gens d'écouter de la musique, encore mieux d'en faire, et d'apprendre un instrument, d'être musicien, et de partager, en tout cas, c'est un livre sur la passion, quoi. Alors il donne envie d'écouter de la musique, ça c'est certain, parce que la musique c'est vraiment la chair de ce livre, de la première page à la dernière, ça transpire de partout. Vous évoquiez vos souvenirs, je les trouve excessivement précis, ces souvenirs, dans votre ouvrage, que ce soit les noms, les dates, alors précis sur la musique, hein, c'est encyclopédique je trouve. Ça vient d'où cette précision? Vous l'avez forcé ou bien non, c'est un trait de votre caractère que d'avoir de la mémoire? Alors je peux complètement oublier ce que j'ai fait hier midi ou ce qui s'est passé il y a 2 jours, mais les trucs forts et qu'on justement, franchement c'est les trucs que je raconte dans le bouquin sont pour la plupart des moments forts de ma vie, hein. Je ne peux pas dire que je me rappelle de tout, mais c'est quand même des moments marquants et donc en général oui je m'en rappelle. Après il y a évidemment au niveau des dates par exemple, j'ai dû faire quelques petites recherches parce que je ne me rappelais plus exactement si ça s'était passé ça en 92, en 93, donc j'ai peu fait des recherches et la personne à qui j'ai écrit ce bouquin, Frédéric Béguin, m'a beaucoup aidé là-dessus aussi. On a passé des heures à essayer de geeker dans des archives ou sur des sites de tournées d'artistes pour savoir en quelle année effectivement ça s'était passé précisément. Dans ce livre, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de rencontres aussi. Les rencontres sont essentielles. Il y a un personnage central, il y en a quelques-uns, hein, on va y revenir. Il y en a un central, c'est Elvis Presley. Bah oui, Elvis, moi c'est le truc qui m'a donné envie de faire ce métier, qui m'a donné envie de faire du rock'n'roll. Et je ne suis pas le seul, je pense qu'il a donné envie de faire du rock'n'roll aux 3/4 des gens qui en ont fait par la suite, hein. Je sais pas, il y a un tel magnétisme chez ce mec, il y a une telle fraîcheur, il y a une telle énergie, une telle, en même temps il y a un côté un petit peu dangereux. Je veux dire, quand on voit les vidéos d'Elvis au début, j'imagine la déflagration que ça a dû faire dans les foyers américains de cette Amérique bien pensante de la moitié des années 50. Et puis il y a aussi, il représente le Elvis, en tout cas beaucoup des débuts, il représente pour moi cette fusion qu'est le rock'n'roll, c'est-à-dire que il a un bagage de mecs de la country, de petits blancs du sud, de la musique hillbilly, des trucs comme Hank Williams et tout ça, mais en même temps on sent que ce qu'il a animé et ce qu'il a fait le plus kiffer quand il était ado, et c'est ça qui est fantastique. Son premier 45 tours, c'est sur la face A une chanson d'Arthur Big Boy Crudup qui est un bluesman, et sur la face B c'est une chanson de Bill Monroe qui est un espèce de mec de country, donc il a vraiment synthétisé cette énergie du rock'n'roll. Je parlais de musique depuis le début de cet entretien. En fait, j'aurais dû dire rock'n'roll, Jarol Poupeau, parce que page 21-22,
Le petit Yarol se pose en ayatollah local du rock'n'roll. Si tu n'aimes pas Elvis, n'espère même pas lui adresser la parole. C'est quoi ça? Oui, c'est sûr. Quand j'étais môme, moi j'ai pris ça très très sérieusement. Hein. C'est-à-dire que c'était pas pour déconner le rock'n'roll, Elvis et compagnie. C'était vraiment un truc. Oui, moi je m'étais embarqué là-dedans et c'était pas pour déconner quoi. Donc oui, j'étais un petit peu sévère avec les gens qui n'aimaient pas Elvis Presley, c'est vrai. Bon, j'ai changé depuis. Et oui, alors évidemment, c'est un livre sur le rock'n'roll, mais le rock'n'roll, pour moi, il est multiple, il est varié, il est dans plein de musiques différentes. C'est aussi un livre qui parle de voyages, de rencontres et de toutes les musiques que j'ai aimées. Il y a de grands passages sur le reggae, sur le temps que j'ai pu aller passer avec des musiciens extraordinaires en Jamaïque. Il y a des passages aussi sur mes aventures à Kinshasa, au Congo, où j'ai rencontré encore une fois des musiciens mais tellement dingues. Enfin, il y a plein de musiques, moi, qui font partie de mon rock'n'roll, quoi. C'est pas uniquement les trucs à guitare et tout. Il y a pas, même si il y a quand même de la guitare. Voilà, c'est le rock'n'roll au sens très très large, quoi. Le live est quelque chose d'important. Les pages sur les premiers concerts sont géniales, je trouve. Et vous écrivez à un endroit, ça doit être je sais pas, page 66 peut-être, un jour j'y serai. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment une des promesses que vous vous faites d'un jour monter sur cette scène et durant toutes ces pages jusqu'à la fin, et on parlera de Johnny Hallyday tout à l'heure, mais la musique, elle est vraiment liée au live chez vous. C'est-à-dire que alors oui, elle est liée au live. J'adore le travail de studio, j'adore composer, j'adore bosser sur les arrangements et tout. C'est-à-dire que quand on fait un disque, les chansons, on va les jouer. Un disque, ça va prendre quoi? Peut-être 2 mois de notre vie encore. Ça, c'est vraiment quand on a du temps pour le faire. Et ensuite, pendant 2 ans, on va être en tournée. Donc oui, le live, c'est le quotidien de notre métier. C'est de monter sur scène avec un instrument de musique, faire de la musique pour faire réagir les gens et qu'il se passe un échange direct. C'est pour ça que ça s'appelle vivant, d'ailleurs, un spectacle vivant, ou le live en anglais. C'est parce que il y a un fluide, une énergie qui est censée passer entre nous sur scène et le public. Et ça, c'est une sensation tellement forte que, oui, évidemment, c'est sûr que c'est une drogue terrible. Malheureusement, on en est privé en ce moment, mais on a bon espoir pour 2021. La musique, elle dévore tout chez vous. Il y a un aspect intéressant du livre aussi, c'est tout le Paris des années 80. Alors tant dans la musique, mais aussi qu'on voit à quel point la musique définit les codes vestimentaires, par exemple, les coiffures avec des bandes. Alors il y a ceux qui aiment un tel et ceux qui aiment un autre. Ça définit. Il y a tout un pan. Alors peut-être est-ce encore comme ça, mais où on sent que ça définit complètement votre vie, des chaussures jusqu'à la guitare. Ah bah complètement, oui. Mais alors ça a quand même pas mal changé, parce que moi je vois dans le collège de mon fils qui est en 3e, il y en a quelques-uns très rares qui ont un look vestimentaire lié à leur au truc, mais ils sont un peu tous dans le même moule, j'ai l'impression en ce moment, les ados. Là, ils écoutent un peu tous la même chose, et bon voilà, c'est moins flagrant que quand moi j'étais au collège, où il y avait effectivement des bandes. Il y avait ceux qui aimaient le rock'n'roll qui étaient habillés en Santiago, petite veste ou blouson de cuir ou chemise machin avec la banane et tout. Il y avait les mods qui avaient des petits costards et des parkas qui venaient en scooter. Il y avait les punks qui eux étaient avec des crêtes fluo rose et machin. Il y avait les babs à cool qui venaient tous avec les clopes roulées, les écharpes violettes, le sac à dos US avec le jean avec des fleurs dessinées dessus. Il y avait tous les looks étaient définis par le style de musique qu'on écoutait, et ça créait des tensions. D'ailleurs, il y avait des bagarres de mecs parce que ils n'écoutaient pas la même musique, ils se foutaient sur la gueule. C'est-à-dire que on rentrait un peu en religion, quoi, quand on se mettait à devenir un Rocky, c'est-à-dire qu'on allait se balader. Le mec qui se baladait dans tel quartier à telle heure avec une banane et des Santiago, s'il croisait un autre mec qui était plus un punk ou je sais pas quoi, et ben ça pouvait mal se passer. Vous avez joué sur des milliers de scènes, Yarol Poupeau, et vous connaissez aussi les dangers de la scène. D'ailleurs, page 102, vous écrivez là-dessus. Vous écrivez « Joe Strummer aurait pu en témoigner.
C'est dangereux, la vie en tournée. Il faut être solide pour tenir le coup sur la route. J'ai vu beaucoup de musiciens péter un câble dès le début, au moment même où leur rêve d'aventure rock'n'roll se concrétisait, en proie au doute, incapables de surnager dans le tourbillon, de gérer la pression. Alors comment vous n'avez pas pété un câble, vous, Yarol Poupeau, avec par exemple l'aventure FFF qui a été énorme? Je pense qu'effectivement, c'est lié au fait que je m'y étais préparé en ayant, comme je vous dis tout à l'heure, des exemples autour de moi de gens qui faisaient ce métier-là. Et puis, je sais pas, il y a des gens qui sont faits pour un certain métier, puis d'autres, c'est en le faisant qu'on s'en rend compte. Hein. Je le savais pas avant d'y aller, hein, mais c'est vrai que je me suis tout de suite senti à l'aise dans les tournées, dans la camionnette, aller d'une ville à une autre avec mes potes, écouter de la musique, en jouer, monter sur scène, faire la fête après. Moi, tout d'un coup, oui, ça a été une espèce de colo qui a été très naturel pour moi, alors qu'effectivement, c'est sûr que j'en ai vu d'autres qui, tout d'un coup, vivaient moins l'éloignement de leurs proches, le fait de vivre dans des conditions, parce que quand on part en tournée au début, on dormait à 2 ou 3 dans la même chambre d'hôtel toute pourrie, dégueulasse, on était dans des camions mal assis, on dormait très peu, on mangeait des catering, des trucs à bouffer 2 fois sur 3, c'était vraiment tout pourri, des sandwichs d'autoroute triangle en plastique. Mais voilà, il y a des gens qui ont plus de mal avec ça. Moi, ça m'allait très bien. Parce que toute la journée s'articule autour des 2 heures qu'on va passer sur scène le soir et qui sont tellement fantastiques que voilà. Il y a un immense pan du livre sur FFF qui est vraiment extra parce qu'on comprend exactement la genèse, je trouve, d'un groupe, son évolution, sa maturation et puis sa fin, bon, qui est peut-être pas complètement la fin. Et puis il y a une rencontre sur laquelle on peut pas passer, qui tient aussi une large place dans l'ouvrage. C'est la rencontre avec Johnny Hallyday, le travail avec Johnny Hallyday. C'est sans doute les pages les plus sensibles d'ailleurs. On sent une délicatesse incroyable vis-à-vis de ce chanteur, de cet artiste qu'est Johnny Hallyday. Merci, c'est gentil de dire ça. Ouais, moi j'aimais, on s'appréciait vraiment, et puis c'est vrai qu'il y avait une tendresse qui s'était installée un petit peu entre nous, donc oui, c'est sûr que j'ai essayé de parler du mec, quoi, un petit peu aussi alors, évidemment, moi, nos rapports, c'était sur scène, c'était la musique et tout ça, mais j'ai essayé de raconter un petit peu des petits moments du quotidien, peut-être plus personnels que ce que les gens peuvent voir quand ils le voient sur scène, quoi. Vous écrivez, page 192, il en a vu dans sa carrière des courtisans ressortir du tatoueur avec un loup sur l'épaule ou bien se faire peur en Harley Davidson, juste dans l'espoir de lui plaire. Moi, jamais. Je ne me force pas. Il aime cette attitude. Je pense, en plus de l'essentiel, notre entente musicale immédiate. La même vision du rock'n'roll en live, la seule chose qui compte. C'est ça qui a matché entre vous et lui, c'est finalement pas de décor, quoi, c'est la musique. Oui, c'est ça, il y a un côté effectivement très direct, très instinctif dans notre rapport à la musique et au concert, à la scène, qu'on partageait vraiment, quoi. Bon, déjà, on était tous les deux liés par cet amour du rock'n'roll des pionniers, on en parlait tout à l'heure, d'Elvis et compagnie, qui étaient liés à des souvenirs d'enfance. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je vois Elvis, c'est un petit peu comme si je voyais un doudou de quand j'étais petit. Ça me ramène à une insouciance de quand j'avais une dizaine d'années, 11 ans, et où j'habitais encore chez ma maman, et voilà, c'est un peu comme un doudou, quoi, Elvis, pour moi. C'est peut-être un peu... J'avais jamais, formulé ça avec lui comme ça, mais je pense qu'il n'était pas loin aussi. Il y avait un côté du genre, mais ouais, quand j'étais môme... Donc on pouvait parler pendant des heures de tel et tel rocker qui avait fait tel disque, mais non, celui-là c'est mieux, et puis après il est parti sur un autre label, et puis c'était moins bien, mais celui-là par contre c'est super. Donc oui, on avait ce point commun, cet amour du rock'n'roll des pionniers, et qui nous avait tous les deux donné envie de faire ce métier. Et oui, donc du coup un côté aussi très instinctif et très comment dire, pas très, un peu prise du risque quand on monte sur scène, quoi.
à 2h du matin, une nuit, il vous appelle, Johnny Hallyday, après quelques travaux ensemble hein, sur des émissions télé, et puis il vous demande de faire la tournée avec lui. Et vous écrivez que cet appel-là, il est décisif et inoubliable. Pourquoi il est décisif et pourquoi il est inoubliable pour vous, Yarol Poupeau, qui malgré tout, à ce moment-là, avait déjà une carrière bien remplie? Il est inoubliable parce qu'un coup de fil de Johnny Hallyday en direct à 2h du mat qui nous propose de partir en tournée avec lui pendant 2 ans à faire tous les zéniths de France, des stades, des trucs et des machins, à faire justement la musique qu'on aime comme on a envie de la faire, c'est un coup de fil qui s'oublie pas. Hein. Ça c'est sûr que ça a été un moment de dingue dans ma carrière. Ça a ouvert la porte aux 7 ans qui ont suivi, qui ont été un espèce de tourbillon permanent de roller coaster, d'émotions, de musique, de rencontres. Musicalement, pourquoi ça a été fort ce travail avec Johnny? On sent hein, dans vos pages, et puis vous le cachez pas, vous en parlez vraiment magnifiquement de la relation avec lui, la relation de travail avec lui, et encore une fois c'est je pense parmi les plus belles pages de votre livre, parce qu'il y a beaucoup d'élégance là-dedans. Pourquoi musicalement il se passe vraiment quelque chose, et pourquoi ça vous marquera pour toujours? Au-delà de l'homme, on comprend le charisme etc. dans vos pages, vous en parlez bien, mais musicalement, qu'est-ce qui vous a apporté, ou qu'est-ce que c'était le travail avec lui? Pourquoi c'est un géant en 2 mots? Franchement, c'est un géant. Bon, déjà c'est un chanteur extraordinaire, comme je disais, c'est un mec qui avait un instinct de dingue, et puis le répertoire quand même. Quand j'ai commencé à bosser avec lui, j'ai réécouté un peu toute sa discographie. Mais combien d'albums il a fait? C'est complètement fou, plus de 50. Le nombre de chansons qu'il a enregistrées, je ne saurais même pas les compter. Et il y a un répertoire tellement riche, il y a tellement de choses qui se passent, c'est dingue. Ça traverse toutes les époques, du début des années 50, enfin du milieu des années 50 jusqu'à 2017, il est passé par toutes les époques, en restant quand même lui-même, en sachant se réinventer. C'est ça qui est intéressant chez les mecs comme ça, les grands. Les mecs comme les Rolling Stones ou les mecs comme David Bowie ont toujours réussi à rester eux-mêmes, mais à chaque fois on cherchait à se réinventer et à jamais être largué par le temps qui passe et tout, à toujours chercher les collaborations avec les jeunes artistes. Quand il a vu débarquer dans les années 80 Michel Berger qui commençait à cartonner, il s'est dit putain, je vais faire des chansons avec ce mec-là qui a l'air super. Enfin voilà, ça a toujours été comme ça. Donc il y a une grande curiosité, très à l'écoute de ce qui se passe autour de lui dans la musique actuelle d'aujourd'hui, de l'époque en tout cas concernée. Et puis quand même être sur scène et chanter, et l'entendre chanter Que je t'aime ou ces grandes chansons là, ou même Tennessee ou des trucs comme ça, Requiem pour un fou. Les morceaux rock'n'roll, c'était un peu une évidence, et c'est sûr qu'on s'éclatait à les faire, tous les trucs un peu plus que ce soit les classiques ou ces chansons à lui puis rock'n'roll. Mais moi je prenais énormément de plaisir, alors qu'au début c'était pas là-dedans que je m'attendais à kiffer, quoi. Requiem pour un fou ou les chansons comme Tennessee qui étaient des chansons un peu plus chansons, on va dire, françaises. Putain, le pied que c'était à jouer sur scène, parce que il y mettait tout ce qu'il pouvait, il chantait ça d'une puissance, d'une force, d'une conviction. C'est dingue, quoi. C'était franchement, à chaque fois on avait les poils, quoi, sur scène à côté de lui. Mais sur toutes ces chansons, Yarol Poupeau, comme sur les plus traditionnelles, vous avez apporté un son. On peut reconnaître quand vous êtes là ou quand vous n'êtes pas là, quand vous avez dirigé artistiquement toute cette formation. C'était quoi votre ligne musicalement? Comment vous expliquez ce son qui est si repérable? En fait, c'est un espèce on est parti d'un retour à l'essentiel, d'un retour à la base du truc. On a vachement réécouté toutes les versions originales des morceaux de la fin des années 60 jusqu'au milieu des années 70. Moi, c'est la période que je préfère, où je trouve que là, il y avait vraiment, dans ces lives aussi d'ailleurs de l'époque, une énergie incroyable. Donc on s'est un petit peu inspiré de ça. On a voulu revenir à l'essentiel. On a voulu que ça sonne vraiment comme un groupe. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé avec les autres musiciens en leur demandant de chacun s'investir dans les arrangements. C'est-à-dire qu'il y a certains directeurs musicaux qui arrivent avec des partitions écrites pour tout le monde en disant alors j'ai réfléchi, toi tu vas jouer ça, toi tu vas jouer ça, toi tu vas jouer ça. Alors ça peut être super, ça peut être très très bien.
moi, et d'une, je ne saurais pas le faire, et de deux, c'est pas ce dont j'avais envie, parce que moi, la mission qu'il m'avait dit Johnny, c'est, voilà, moi, je veux que ça sonne comme un vrai groupe de rock, quoi. Un peu comme le E Street Band. Mon exemple un petit peu du son du groupe, c'était le E Street Band de Bruce Springsteen, qui, alors c'est Gas Springsteen, mais c'est vraiment un groupe, quoi. Et donc, c'est un peu ça que je voulais faire autour de Johnny, c'est-à-dire monter un espèce de E Street Band autour de lui, qui vraiment, chacun s'éclate, chacun joue les parties qu'il a envie de jouer, chacun et monte sur scène pour défendre un projet commun, une vraie unité, quoi. Moi, le mec qui monte sur scène pour toucher son cachet de musicien et qui joue le minimum parce que de toute façon il est payé pareil, ça m'intéresse pas du tout, quoi. Moi, ce que je veux, c'est que les mecs montent sur scène et jouent comme si c'était leur vie en dépendait, quoi. Comme si les mecs avaient payé pour venir le voir lui et que c'était lui le mec qu'il fallait qu'il en foute plein la vue à tout le monde. Donc c'est un peu dans cet état d'esprit global qu'on est monté sur scène. Et quand tout le monde est dans cet état-là, eh ben ça fait des étincelles, quoi. Il se passe quelque chose. Yarol Poupeau, ça sonne comme un groupe et ça sonne moderne aussi. On écoutait aussi ensemble avec Johnny pas mal de rockers d'actuels. Je sais qu'il était, par exemple, on lui avait fait écouter les Black Keys qu'il avait adoré. Il avait vu Jack White à Coachella, il avait trouvé ça fantastique. Donc moi, il y avait aussi effectivement dans ce... En fait, comment dire, plus qu'une modernité, entre guillemets, ce que j'ai cherché à donner comme impression, c'est une intemporalité, on va dire plutôt. C'est-à-dire vraiment quelque chose qui aurait très bien pu être d'actualité il y a une vingtaine d'années et qui dans 20 ans n'aura pas pris une ride. C'est un peu ça pour moi le but du truc. C'est pour ça que je voulais pas marquer les arrangements avec des sons trop reconnaissables d'une époque précise comme ça a pu l'être sur certains lives de Johnny, ou du coup des synthés par exemple, ou certains effets de production ou d'effets sur les instruments, la batterie et tout ça. Pour faire justement, entre guillemets, moderne, du coup, 15 ans plus tard, font dater, quoi. C'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que pour moi, la modernité, elle était plus dans un truc qui va pas vieillir que dans un truc qui est censé exactement sonner comme en 2012. Ouais. Sauf qu'en 2022, c'est complètement has-been, quoi. Et en ça, on en voit tous les jours des exemples. Il n'y a rien qui se démode plus vite que la mode. Eh ben voilà, que la modernité d'aujourd'hui, c'est souvent le ringard de demain. Comment vous expliquez cet attachement humain que vous avez eu à Johnny Hallyday? Je ne vais pas lire les dernières pages du livre, nos auditeurs les liront. Il y a des pages très belles sur le départ de Johnny Hallyday. Et même à ce moment-là, vous jouez encore de la guitare au pied de son lit. Donc ça va au-delà d'une collaboration artistique. Oui, écoutez, franchement, on a passé tellement de temps ensemble que... on était là pour travailler ensemble, on était là pour faire de la musique, mais la musique, comme c'est ce que j'explique un peu dans le bouquin, à partir du moment où c'est une passion, il n'y a pas de moment où on travaille et de moment où on ne travaille pas. C'est-à-dire que c'est tout le temps, on est tout le temps en train de bosser, quoi. Moi, je suis tout le temps en train de travailler, et en même temps, j'ai jamais vraiment l'impression de travailler, parce que quand je bosse, je prends mes pieds. Donc, par exemple, on se voyait ensemble pour préparer la tournée. Ça voulait dire que j'allais passer 2 semaines avec lui dans sa maison et que tous les jours, on passait 1 heure, 2 heures, 3 heures à écouter des chansons, à se dire, tiens, on pourrait faire ça comme ça, celle-là, on pourrait la jouer, mais alors celle-là, je l'ai plus jouée, c'est quoi les accords, et machin, et là, on pourrait la mettre comme ça, puis démarrer le concert. Enfin, voilà, mais du coup, tout le reste du temps, on était ensemble, on allait bouffer au resto, traîner, faire une balade en bagnole à Los Angeles. Il faut dire aussi que une des raisons pour lesquelles il vivait aux États-Unis, c'est parce qu'il pouvait avoir une vie, entre guillemets, normale de monsieur tout le monde. On allait ensemble au cinéma, par exemple, faire la queue pour acheter des tickets, et faire la queue pour acheter des pop-corn, et bonjour madame, voilà. Et pareil au resto, c'était pas la superstar, et que c'est ici. Donc ça, c'était génial, justement, de passer du temps avec lui là-bas, dans ces conditions-là. Ce qui aurait été impossible en France. Vous nous faites un cadeau dans ce livre, Yarol Poupeau, vous nous livrez des playlists.
au long du livre. Peut-être il y en a 3, je sais plus, 3 ou 4. Il y en a 4. Ouais. Bon, qui sont extrêmement riches. On a envie de évidemment de se plonger dans son smartphone pour aller écouter celle qu'on ne connaît pas. Ça dit beaucoup du livre finalement. Le cadeau de ces playlists, c'est l'amour de la musique, quoi. L'amour incommensurable pour la musique. Oui, en fait, c'est-à-dire que chaque petit chapitre, je voulais faire des chapitres assez courts dans le bouquin, je voulais pas m'embarquer dans des grands chapitres trop longs, donc en fait chaque chapitre, au bout d'un moment, c'est apparu comme une évidence que, vu qu'il parlait d'une chanson, d'un moment ou d'un artiste ou de certains trucs musicaux qui s'étaient passés, on s'est vite dit que tiens, on allait leur donner le nom de chanson, et donc du coup à la fin du chapitre, ça fait une playlist tout ça. Alors c'est des playlists qui sont pas forcément des morceaux que j'aime plus que tout, hein. C'est pas mes morceaux préférés, c'est des morceaux aussi souvent qui ont marqué une époque, qui ont fait partie de mes goûts à ce moment-là, qui ont fait partie d'une rencontre de quelqu'un avec qui j'ai pu travailler là-dessus. Voilà, il y a des chansons même dans les playlists qui sont des chansons que j'écoute jamais, que j'aime pas trop, mais qui nous plongent vraiment dans un décor, dans une ambiance de ce moment donné-là, de ce qui s'est passé pour moi et d'ailleurs et pour plein de gens, parce que c'est souvent des chansons quand même mine de rien. Quoi qu'il y ait des trucs un peu pointus quand même, mais oui, quelques-unes. Voilà, un peu, ça plante le décor, voilà. Ça plante le décor, quoi, on va dire. Avant de se quitter, Yarol Poupeau, et de vous remercier, on est dans une période un peu particulière pour l'artiste que vous êtes, pour beaucoup de monde d'ailleurs, mais aussi et en particulier peut-être les artistes. Comment vous l'envisagez, cette période, et puis quel va être le début de la deuxième autobiographie? Écoutez, alors on a déjà commencé, hein, parce que nous on a profité de l'année 2020 et de l'absence de concert pour se concentrer à fond sur la création. Donc du coup, là j'ai fini mon album qui va sortir fin mars, le deuxième. Bonne nouvelle. Donc, j'en suis hyper content, l'album est complètement dingue. J'espère que vous l'écouterez sur la radio. Et donc ça, j'ai terminé l'album aussi d'un mec avec qui je travaille qui s'appelle Victor Mécanique, qui va sortir un petit peu dans les mêmes eaux aussi au printemps, même période au printemps. J'ai la promo du disque et puis donc là on prépare les sorties des albums et on compte bien remonter sur scène en 2021. Et on compte bien vous voir en Normandie. Peut-être pas dès le 2 janvier, mais la situation, on espère à l'été qu'il pourra commencer à y avoir des trucs et on a prévu en tout cas d'être nous sur les routes et de remettre les bouchées doubles pour rattraper le temps perdu à partir de septembre ou d'octobre 2021, quoi. Ça va nous faire long à attendre encore, mais voilà. En tout cas, en attendant, on sort l'album, on va faire plein d'événements de live stream ou de trucs en direct sur les réseaux sociaux et voilà quoi, on s'active. Podcast by Tendance Ouest. Podcast by Tendance Ouest.